Alors je m'excuse pour les slides en anglais, mais c'était plus simple pour moi parce que même si je parle un petit peu de français, j'ai encore de la peine à l'écrire. Et puis je voulais faire une bonne figure. Alors, moi je vais vous parler de tout ce qui est le transfert des technologies. Quelque chose qui pour nous est très important et c'est ce que le public normalement peut toucher de la recherche de base ou de la recherche en général. Je vais en vous parler du moment que notre observatoire, l'Observatoire de la région autonome du Val d'Aoste, travaille sur ça depuis presque 10 années. Et c'est l'une des voies les plus importantes dans notre bilan. C'est vraiment de faire le bridge, de donner continuité à tout ce qui est la recherche de base vers le tissu industriel du Val d'Aoste et de l'Italien en général. Alors ça veut dire qu'on reproche, ou bien on va approcher tout ce qui est la science astronomique, qui semble très loin, ok, c'est les étoiles, c'est le cosmos et tout ça, mais on peut la caler dans la science de tous les jours et dans l'industrie. Et pour nous, c'est vraiment très important. En effet, moi, je commence toujours avec une citation d'Edward Teller, qui est un physicien qui est connu malheureusement pour l'invention de la bombe à nitrogène. Et il nous dit que la science d'aujourd'hui, c'est la technologie du demain. Et moi, je vais encore un peu plus en arrière, je dis que la science-fiction de hier, c'est la science d'aujourd'hui qui est la technologie du demain. Parce qu'il y a une question très importante qui est liée à l'imagination des personnes. Parce qu'on fait de la science, parce qu'on a de l'imagination. On se pose des questions. On cherche à comprendre quelque chose. Alors, ce qui est très important, c'est vraiment de voir ce lien qui nous porte même au niveau technologique à avoir de l'innovation. Des innovations qu'on touche tous les jours, qui vont nous curer, qui vont nous donner de l'aise majeure dans notre vie et tout ça. Alors, la thèse, c'est ça marche? Oui, ça marche. La thèse, c'est la science fondamentale essentiellement. C'est crucial pour le développement économique d'un pays, d'une nation, du monde. La preuve, bon, soit qu'il soit inductive ou déductive, on arrive toujours à la même chose et c'est, oui, c'est vraiment ça, ça marche. Il faut la recherche de base pour l'innovation et pour croire pour avoir une croissance au niveau technologique et de l'aise de la vie. En effet, si on pense à un raisonnement inductif, il faut seulement regarder à l'histoire. Effectivement, si on nous tourne, on regarde pour dire la grosse crise américaine du début du 1900, ils s'en sont sortis parce que dans les dernières 50 ans en arrière, ils avaient bien investi dans la recherche de base. Et ils ont eu un boost technologique incroyable et ils s'en sont sortis de la crise. Ok, ça marche au niveau inductif. Au niveau de la déduction, ça marche et tout, parce que si on regarde par exemple le CERN sur territoire française et suisse, c'est quelque chose de incroyable au niveau de la rente qu'il a au niveau économique. Pense qu'en moyenne, chaque euro que chaque nation investit dans le CERN, il en rend 3 euros. C'est la seule transaction économique qui rend constamment le 300% de l'investissement, ce qui est énorme au niveau économique. Alors, c'est quoi? C'est curiosité ou c'est innovation? C'est les deux. Parce que sans curiosité, comme je vous disais, on ne peut pas avoir de l'innovation. Si on ne s'approche pas aux problèmes de la nature, on n'arriverait jamais à créer des hypothèses, des thèses, et à les tester. Quand on teste une thèse, on développe quelque chose, une méthode, un procès, des technologies pour tester nos idées scientifiques. Et c'est ça qu'il faut aller utiliser. Par exemple, on regarde l'aluminium. Ils ont découvert qu'il y avait l'atome de l'aluminium. Ok, c'est bon, c'est l'alu. Seulement 100 ans après, on a commencé à l'utiliser pour faire certains types d'outils, certains types d'applications. Le même pour la réflexion totale interne. Ça ne nous dit rien, c'est un petit jeu d'optique classique. Eh bien, c'est sur ça qui se base le fonctionnement de la fibre optique. On n'aurait pas une communication haute vitesse sans quelqu'un qui aurait postulé quelque chose sur une optique géométrique classique. Eh bien, là, c'était un petit jeu, disons, c'était une curiosité. Qu'est-ce qui arrive à un rayon de lumière qui impacte d'une certaine façon sur un certain matériel avec un certain index de réfraction? C'est ça, il a porté à la fibre optique, il a porté aux télécommunications transocéaniques en temps réel. La même pour la théorie de la radiation, qui nous a porté, avec théorie de relativité générale et tout ça, après, nous a porté par exemple à l'invention des lasers. Il y a très peu de personnes qui savent que sans Einstein, on n'aurait pas les lasers. Sans les lasers, on n'aurait pas ça. Je ne pourrais pas pointer le slide, mais bon, ce n'est pas si important. Mais par contre, on n'aurait pas la possibilité de lire les données sur un CD, on n'aurait pas la possibilité de faire la communication en fibre optique. Les lasers, c'est à la base d'un tas de technologies aujourd'hui qui est incroyable. Les inventions, bien sûr, c'est compliqué.
Parce que c'est un long parcours. On commence, comme on disait, pour avoir une idée. Après, il faut la tester. Quand on teste, on peut avoir tout de suite de bons résultats. Normalement, ce n'est pas comme ça. Il faut continuer à bosser, jusqu'à ce que notre thèse est bien conçue au niveau scientifique et on a des preuves fortes. Comme on disait, Wheeler, par exemple, il a étudié en 1981 la réflexion totale interne. Après, il y a eu, par exemple, en 1887, les fibres en quartz, les quartz fibers. On a eu tout un tas de choses qui ont porté aux télécommunications, à la médecine, à toutes les applications qu'on connaît bien, que c'est dans la normalité de notre vie. Mais pour arriver à ça, on a eu vraiment un très long parcours qui a été mené par physiciens, par ingénieurs, qui sont partis de certaines théories et de certains outils qui étaient déjà disponibles, et ils ont commencé à le repenser, à penser à comment appliquer différemment certaines théories et certaines applications. Comment on fait l'innovation? Alors normalement, on part d'une invention qui est gérée par le technology transfer, par le transfert de technologie. Ça veut dire on a quelque chose au niveau scientifique. Okay? On doit le porter au grand public, mais pas seulement au grand public pour ceux qui le connaissent, parce qu'il faut quand même préparer le background culturel du public, parce qu'il arrive à comprendre l'importance de ce type de recherche, mais il faut même le porter dans les entreprises, dans les usines, pour qu'il y ait une application. Alors c'est ça qui fait le technology transfer. Mais la chose la plus importante que je dis, c'est que c'est fondamental qu'il ne soit pas seul, le technology transfer. Il faut un background culturel. Jusqu'à les premières 10 années, la théorie de la relativité n'a pas été acceptée par le monde scientifique. Ça, c'était parce qu'il n'y avait pas un background culturel prêt pour accepter ce type de vision qui était totalement différente de celle historique. Alors, il faut bien bosser sur ça, et c'est avec la communication et la vulgarisation des sciences qu'on fait ça, qu'on prépare le grand public à accepter les nouveautés de la science. Après, bon, clairement, il y a une phase de design, et après, il faut diffuser au niveau de l'utilisation ce nouveau procès, cette nouvelle technologie, cette nouvelle application. Le technology transfer, en effet, on pourrait le penser comme un flux. Non, un flux entre les rechercheurs de base et l'utilisateur final, qui peut être une entreprise ou le grand public. Mais le penser comme flux, c'est quelque chose qui n'est pas correct, qui est stérile. C'est un offspring, normalement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui croît, comme une plante. Ils partent de tout petites, ils vont croître, ils vont avoir des rames, ils vont avoir des feuilles. Et tout ça, ça donne l'idée de la croissance exponentielle à graphe de la connaissance. Ce qui est la chose la plus importante dans le monde de la science. Et en effet, l'idée de flux, c'est la fusion de offspring, non, c'est quelque chose qui va germolier, avec quelque chose qui est dynamique, qui va continuer. C'est un procès qui n'a jamais une fin. Et ça, c'est très, très, très important. Alors ça, je ne sais pas si on arrive à faire partir la vidéo de la régie. Oui, ça peut être. Voilà. Ça, c'est le Technology Transfer dans notre observatoire. Ça, c'est le projet Apache. Le projet Apache, c'est le projet pour la recherche des planètes, des exoplanètes, des planètes extrasolaires. Ça, c'était personnellement mon boulot de thèse, en PhD. On a développé des intelligences artificielles qui gèrent les télescopes. Ce n'est plus les astronomes à dire quel type de cible doit observer les télescopes. C'est les télescopes eux-mêmes qui vont choisir les cibles pour maximiser la probabilité de détection d'une exoplanète. Ça, on le fait en se basant sur les algorithmes génétiques, normalement. C'est typique de ce type d'activité. Et après, on a géré tout le reste avec des réseaux neuraux. Alors ça, on l'a fait pourquoi? Pour faire de la recherche de base. Exoplanète, c'est très base, on est d'accord sur ça. Eh bien, de ça, on est parti et on a commencé à faire le Technology Transfer. Ok, c'est tout bloqué. Ok, là on a créé des unités de recherche qui s'adressent aux entreprises locales, régionales du Val d'Ost, qui sont par exemple Novasys Innovazione plutôt que d'autres activités. On a commencé avec 3 projets qui s'appellent ARC2DB2, C4PO et CIT. Comme vous voyez, on aime beaucoup Star Wars dans notre observatoire. Et puis, on a commencé à
travaillé beaucoup sur les databases intelligents, sur le machine vision et sur l'information fusion. Ça veut dire ces trois branches des intelligences artificielles qui vont bosser essentiellement sur les bases de données, data mining et tout ça. Sur le machine vision, c'est l'interaction des machines voient une caméra avec la réalité. Et sur l'information fusion, qui est la fusion des informations qui viennent du machine vision, non, des images, mais qui viennent même de données qui sont hétérogénées au niveau des unités de mesure. Pression, humidité, température et tout ça. On a développé beaucoup de projets. L'un est fini dans une entreprise et on a développé un système, la vidéo, merci. On a développé un système qui était capable de mesurer mieux que l'œil humain les défauts qu'il y a sur les éteints, sur les soudures des résistances pour les boilers de l'eau, pour réchauffer l'eau. Et avec un tout petit système d'entraînement, avec une centaine d'images, on a réussi tout de suite à arriver à 98% de correcte individuation des erreurs de soudure. Okay, ça veut dire c'est quelque chose d'important pour l'entreprise parce qu'il va dépenser beaucoup moins d'argent pour tout ce qui vont se lamenter pour des soudures qui ont perdu de l'eau, qui ont créé des problèmes dans les maisons, et va avoir beaucoup moins de problèmes au niveau des faux positifs et des réels négatifs. Nous, on a vraiment trouvé la juste courbe de calibration de l'intelligence artificielle. Et tout ça a été fait dans moins d'une année, parce qu'on se basait sur l'expérience de notre recherche de base. OK ? C'est bloqué? Ok, super. Là, c'était le proof of concept, c'était le petit banc qui démontrait la faisabilité de ça. Après, ça a été appliqué dans l'usine et ils nous ont dit qu'ils sont très contents du résultat. Et nous, on a pu obtenir du pognon, parce que c'est le vil pognon qui nous permet de vivre, de faire de la recherche de base, pour continuer à faire de la recherche de base. Ce qui est important, c'est un peu quelque chose qui se ferme sur soi-même. C'est une boucle fermée que pour nous est très important. Après, on a beaucoup travaillé sur SIT, qui est un système d'irrigation pour les agricultures intelligentes, parce qu'ils allaient sonder vraiment la capacité de la plante d'absorber l'eau et les conditions du terrain. En effet, on avait installé des hygromètres qui étaient à 3 niveaux de l'apparat radical des plantes, et on avait même des systèmes qui regardaient la réelle couleur du feuillage de la plante pour comprendre si elle était en santé ou pas, en fonction de le rayonnement UV, du rayonnement à 550 nanomètres, que c'est le rayonnement solaire moyen. Et tous ces senseurs étaient Wi-Fi, et tous les senseurs sauvaient des données qui arrivaient sur un serveur qui a été entraîné directement par l'agriculteur. C'était l'agriculteur qui marquait tous les fois qu'il irriguait et quels étaient les objectifs qu'il voyait sur l'agriculture. Eh bien, après 2 années, le système a été capable de gérer tout le système d'agriculture en augmentant la production et en diminuant du 40% l'utilisation d'eau. Ce qui est très important parce qu'effectivement, l'agriculteur lui-même nous disait « Moi, je vais irriguer chaque 15 jours comme il faisait mon arrière-grand-père. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si effectivement c'est quelque chose d'efficace au niveau de l'agriculture d'irriguer chaque 15 jours. Pour 2h30. Ça sert, non, ça dépend du terrain, ça dépend du rayonnement, ça dépend d'un tas de choses. Et nous, on est allé modéliser, c'est ça l'information fusion, c'est mettre ensemble le learning de l'agriculteur, c'est mettre ensemble les données du terrain, les données de la plante, les données atmosphériques. Voilà, ça c'est un peu des technologies qu'on a utilisées. On a même installé des All Sky Cam qui sont dérivés de l'utilisation astronomique. C'est des caméras qui sont équipées avec des fisheyes. Ils regardent dans l'infrarouge tout le ciel d'une seule fois et ils comprennent quelle est la couverture des nuages. Comme ça, on peut aller intégrer le système de prévision d'eau en agriculture avec le système de nuages présent jour par jour. Voilà, là, c'est des photos de l'installation. C'est moi-même qui l'ai installé. Et puis là, c'est pas des vannes, mais c'est un système, un fluxomètre qui mesure la quantité d'eau utilisée, qui donnait le feedback à l'intelligence artificielle, qui disait il faut normalement 14 litres par plante. Alors, sur chaque ligne, on avait tot plante et il comptait le numéro de litres qui avait été érogué et après, il bloquait. Et là, par contre, on voit sur le premier anneau, c'est la petite centrale Wi-Fi avec tous les senseurs.
Là, par contre, ça a été un très très beau résultat du technology transfer. C'est ce qu'on appelle un rebound du technology transfer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé de la recherche de base, est arrivé dans le monde de l'industrie et a fait un rebond vers le monde de la recherche. En effet, le système qu'on avait développé pour la green agriculture a été utilisé de mon collègue Andreas Polaor dans des projets de glaciologie aux îles Svalbard pendant une année entière, parce que notre système était très robuste, était open source, et coûte en moyenne 1/10 de ce qui coûtent les instruments qu'ils achètent les glaciologues. Comme il a vu mon projet, il m'en a racheté une centaine au prix de 10 normales senseurs qu'ils utiliseraient. Alors c'est très intéressant, les résultats ont été vraiment très intéressants et publiés sur l'Académie de l'INSEE, que c'est l'une des publications les plus importantes au niveau italien. Mais après, maintenant, on est en train de préparer la grosse publication peer review au niveau international. Après, on a développé de nouvelles unités de recherche parce qu'on a vu que ça fonctionnait, ça marchait, était intéressant. Alors, on a commencé à travailler avec d'autres entreprises, en maintenant toujours la première entreprise, Novasys. On a commencé à bosser avec Aisico et avec le laboratoire d'analyse scientifique de la région autonome Vallée d'Aoste, qui est le laboratoire qui s'occupe du maintien des biens culturels du Vallée d'Aoste. Et on a commencé à développer les 3 projets. C'est Smart, Roma et PIF. Smart, c'est toujours sur le database pour les senseurs. Roma, c'est Image Vision, Machine Vision sur drone. Et après, il y a toujours le bloc PIF de intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on est arrivé à faire? Ça, c'est un peu le système de fonctionnement. On a les senseurs pour les données environnementales. On a les images multispectrales. On a commencé à utiliser les techniques multispectrales d'analyse. Ça veut dire qu'on prend la même image en des longueurs d'onde différentes de la lumière, de l'infrarouge jusqu'à visible jusqu'à l'ultraviolet. Comme ça, on a plus d'informations parce que chaque pixel a avec soi un fingerprint, une empreinte digitale du spectre, vraiment des longueurs d'onde qui portent du signal des différentes longueurs d'onde. Après, toutes les données entrent dans un système de Information Fusion qui va fondre toutes les données, soit climatiques, soit images, pour créer quoi? Pour créer un modèle de prédiction de l'aberration des surfaces des biens culturels. Alors, comme vous savez, en Italie comme en France, on est très riche en pinacothèques, en pictures sur les murs romains, tout ça. Avec ça, on est capable de prévoir quand aller à faire un surlieu sur un certain bien culturel, ou bien quand il faut interagir avec un bien culturel parce qu'il va passer pas un très bon moment au niveau des surfaces. Et en effet, on a testé le système. Là, c'est le système qui est en train d'interagir avec les images qui sont faites par des affresques qu'il y a dans une église en Italie, à Saint-Ours. Et le système est capable de reconnaître toutes les cassures en verre et de reconnaître même la face du saint, c'est Saint Jacob qui est représenté là. Et il est capable de comprendre quel sera le type d'aberration qu'il va attaquer ce type de bien culturel. Comment il va le faire? Par exemple, on est en train d'étudier même l'Arc d'Auguste, l'une des plus grandes restes romains d'Aoste. On a mis des senseurs sur l'Arc d'Auguste qui ne sont pas, ils ne rentrent pas dans le bien culturel, c'est que de surface pour ne pas ruiner le bien culturel. Et on fait des surlieux, même avec des drones, pour avoir des images orthophotogramétriques. Là, c'est le système de prévision. Par exemple, notre senseur virtuel, c'est le modèle qui sort de l'intelligence artificielle, c'est en vert, excusez-moi. Et comme vous voyez, c'est pratiquement la même prévision du système qui est en train de lire la température, par exemple, sur la surface. Nous, on est capable de prévoir la température de la surface de l'Arc d'Auguste sans avoir de senseur de température sur l'Arc d'Auguste. On se base tout sur des centrales de notre site régional pour la protection de l'ambiance qui sont à 5 et 10 km de l'Arc d'Auguste. Et on arrive à prévoir avec le dixième de degré
la correcte température de l'art d'Auguste. Ça, c'est très intéressant parce que la température pour les rochers, c'est la chose qui est la plus intéressante au niveau des déformations et des cracks sur les surfaces. Là, c'est la capacité de prévoir le modèle d'améliorement. Là, c'est en centaines d'années, on a 200, 300, 400 années. Jusqu'à 400 années, on est capable de bien prévoir quelle sera la diffusion des problèmes sur le bien culturel. Après, le système vient un peu fou, mais quand même, jusqu'à 1000 ans, on arrive à avoir, dans notre erreur de prévision, la réelle évolution du bien culturel. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle qui a été développée grâce à la recherche de base. Là, c'est les surlieux avec les drones, et si vous avez des questions, je suis là.